parler d'un personnage cinématographique par excellence qui s'appelle Homo urbanus. J'ai donné ce nom en 1990 dans un essai à un personnage qui apparaissait pour la première fois de l'histoire dans les villes italiennes à la fin du XVe siècle, au début du XVIe. Il s'agissait de quelqu'un qui s'émancipait du lignage et qui allait vivre sa vie par lui-même avec les siens. Et donc, c'est une époque magnifique que celle du Quattrocento, où apparaissent simultanément la signature et le testament, le nom propre de la famille, la biographie, l'autobiographie, le portrait, l'autoportrait. Bref, il y a là un personnage qui essaye de vivre par lui-même. C'est l'homo urbanus. Il est dans un contexte urbain. C'est l'être urbain, si vous voulez. Plus tard, le moi de Montaigne et plus tard encore, le cogito de Descartes, le fameux « je pense donc je suis », vont venir confirmer l'affirmation de cet individu, de ce sujet à la fois privé, unique et singulier. L'urbanisation du monde va confirmer sans cesse et conforter l'extension de ce personnage, son apparition à l'échelle planétaire. Alors, dorénavant, nous sommes 8 milliards à peu près d'Homo urbanus. Nous sommes toutes et tous des urbains, mais nous ne sommes pas forcément des citadins ni des citoyens. Là, je distingue ces deux notions que l'ensemble du colloque a certainement dû chahuter un petit peu ou préciser. La citoyenneté, cela dépend évidemment de chaque État-nation, de sa constitution, pour établir un certain nombre de critères pour être un citoyen d'un pays. Par exemple, en France, pour être citoyen français, il faut être né en France ou de parents français, il faut avoir 18 ans, il faut parler la langue. Dans d'autres pays, il y aura d'autres conditions, évidemment. Par contre, la citadinité échappe à la citoyenneté. Tout individu, enfant ou adulte, d'ici ou d'ailleurs, qui réside dans une ville, pour moi, a le statut de citadin. Et donc, l'homo urbanus, c'est un citadin. C'est quelqu'un qui est de la ville et qui est d'une ville, parfois, en particulier. Le cinématographe qui naît en 1895 va d'emblée être urbain. Le premier film des frères Lumière, qui s'intitule « La sortie des usines Lumière à Villeurbanne », nous montre des hommes et des femmes qui quittent les ateliers pour aller s'éparpiller dans la ville. Et depuis ce moment-là, il y aura une relation intime entre la ville et le cinéma. Du reste, les premiers opérateurs Lumière qui vont aller aux quatre coins de la planète vont filmer les évolutions des villes. Et aujourd'hui, évidemment, ces petits films, souvent de moins d'une minute, sont des archives absolument extraordinaires sur l'état des villes du monde entier. Alors, le cinéma va représenter les villes. Et je m'attarde 2 secondes sur le mot représenter, parce que représenter, c'est rendre présent ce qui est absent, au moyen d'une ambassade. Je représente mon souverain, il n'est pas là à une réunion, je suis l'ambassadeur. Je vais représenter l'absent dans une pièce de théâtre, je vais jouer le rôle d'un tel qui n'existe pas sur scène, évidemment. Et puis je vais représenter un paysage avec la peinture, je vais représenter une ville avec des photographies et bien sûr avec le cinéma. Donc toutes les villes, ou une grande partie d'entre elles, ont été gravées, cartographiées, dessinées. On va pouvoir regarder leurs plans, les comparer. Évidemment, ces plans ont des échelles différentes et sont représentés avec des techniques différentes, mais on va voir à quel point la ville va imposer son dessin à l'échelle de chacun. Alors, il y a évidemment une marge métaphorique ou symbolique de la ville qu'on va retrouver dans le cinéma. Le cinéma va être le jeu d'images, si vous voulez, et donc va sans cesse nourrir l'imaginaire de ceux qui vont regarder ces films, au point où on pourrait dire que le cinématographe sera un des premiers agents de la mondialisation des esprits. Car indépendamment des différences culturelles indéniables qui existent entre tel pays et tel autre en 1895, depuis cette période jusqu'à maintenant, le cinématographe qui se veut universel, c'est même le nom d'une société Universal à Los Angeles, dans les grands studios, cette vertu universaliste va essayer de laminer le pluriversalisme, qui existe aussi la pluridiversité des cultures, en imposant finalement sa conception de l'espace et du temps.
Alors, n'oublions pas que ces images qui font le cinéma, et ceci n'existe pas, je crois, en langue arabe, ni dans d'autres langues, mais en français, il y a cette espèce de connivence entre le mot image, qui est l'anagramme du mot magie. Alors, il faut bien avoir en tête que le cinéma, pour tous les peuples du monde, est mystérieux, est fabuleux, il est même envoûtant. Et dès que le noir se fait dans la salle de projection, dès que les premières images apparaissent sur l'écran, eh bien, on peut dire que chaque spectateur devient un voyageur, devient un explorateur. Et il va commencer par explorer des milieux qu'il ne connaît pas, à commencer par le milieu urbain. Je suis un Parisien, je regarde un film en 1930 sur New York, je n'ai jamais été à New York, eh bien j'en aurai une certaine image, réelle ou fausse, peu importe, mais j'aurai comme ça la construction de mon imagination à partir de ce que le cinéma me montre. Alors, il y a évidemment tellement de films dans le monde que je ne vais pas m'amuser à en lister un certain nombre. Chacun d'entre vous aura certainement ses propres préférences. Mais je voudrais noter une chose qui est assez étonnante, qui n'a pas été finalement trop étudiée, c'est le fait qu'un certain nombre de films que je vais nommer maintenant, vont en une poignée d'années se préoccuper du déroulé temporel de la vie de l'homo urbanus. C'est-à-dire que, évidemment, ils ne vont pas utiliser ce vocabulaire, mais ces films vont nous montrer, vont témoigner de l'organisation temporelle d'une journée, donc de 24 heures, d'une ville. Le premier de ces films, c'est le film Maratha, qui est réalisé en 1921 par Charles Sheller et Paul Strand à New York. Maratha, c'est le premier nom indien de ce qui va devenir Manhattan par la suite, évidemment. C'est tiré du poème de Walt Whitman. C'est un film magnifique, évidemment muet, en noir et blanc, bien sûr, qui a cette espèce de rythmique incroyable qu'on va retrouver également dans le film de René Clair, Paris qui dort, en 1924, Bien que des heures d'Alberto Cavalcanti en 1926, Études sur Paris en 1928 d'André Sauvage, Sao Paulo, Symphonia de la Métropole en 1929 d'Alberto Carmini et Rudolf Rex Lustig, Berlin, Symphonie d'une grande ville de Walter Ruttmann avec le compositeur Edmond Messel, et L'homme à la caméra de Zigzag Vertov en 1929. Sans compter Douro, Fena fluviale de Manuel de Oliveira, film magnifique, évidemment portugais. On a perdu et on n'a pas retrouvé le film de Kenji Mizoguchi sur Tokyo. Alors voilà, vous avez vu qu'entre 1921 et 1928, il y aura là 5 ou 6 films qui vont s'attarder sur la manière dont une ville se lève le matin. Alors on va voir évidemment les premières lumières des réverbères qui vont apparaître, et puis les premiers homo urbanus qui vont prendre leur petit déjeuner avant de prendre leurs affaires professionnelles pour partir au travail, avec un tramway ici, avec une bicyclette là, etc. Donc on va voir s'ébrouer le corps de la ville, comme le corps d'un animal qui s'éveille, et puis on va le voir se dérouler comme ça tout au long de la journée, avec la pause du repas du midi, avec ensuite la rentrée des travailleurs chez eux vers 18 heures, eh bien, cette espèce de temporalisation va aussi être une des formes de la globalisation. Et on aura comme ça une histoire du cinéma qui pourra être retracée à travers l'histoire urbaine. L'urbanisation du XXIe siècle, celle qu'on est en train de vivre évidemment, se fait dans la démesure. Il y a là un changement très important de dimension. Les villes sont des mégalopoles de plusieurs millions d'habitants et il n'est plus possible à un réalisateur muni d'une caméra de filmer comme ça une scène d'une ville. Je peux donner des tas de films des années 1950, 60, 70 qui exaltent la beauté et le mystère de telle ou telle grande ville, mais citer une mégalopole qui serait bien filmée est de plus en plus délicat parce que précisément la taille de la ville, sa dimension géographique comme démographique, échappe à la capacité de saisir avec l'œil caméra, comme on disait
à l'époque de Vertov, avec l'œil caméra, de saisir ce qui est la spécificité d'une ville. Alors, dorénavant, les films qui vont relater le mieux cette nouvelle réalité mégalopolitaine, eh bien, ce sont les films qui suivent des intrigues, qui sont des road movies, qui parcourent des cheminements. Alors, on voit des autoroutes, on voit des voitures, on voit des avions, on voit des hélicoptères. Il nous faut toutes ces espèces de nouvelles modalités de déplacement pour pouvoir appréhender une territorialité qui est tout à fait nouvelle et qui n'est plus celle du cinéma. Et d'une certaine façon, je pourrais dire que de la même manière que la métropole est née avec le cinéma, elle finit avec lui en ce moment, où le cinéma est quand même sérieusement chamboulé par le numérique et puis par l'explosion incroyable des séries. Et les séries, eh bien évidemment, elles ont plusieurs saisons. Et ces séries sont, d'une certaine façon, sans cesse renouvelées, de la même manière que la mégalopole est sans cesse renouvelée. Donc je dirais qu'à un moment donné, le cinématographe a été le témoin d'une certaine ville dans sa compacité, et à partir du moment où celle-ci se disperse, eh bien, à ce moment-là, le cinéma a besoin d'avoir un autre recours. Si je voudrais dire quelques éléments sur l'Égypte, parce que tous les pays du monde, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ont été conquis par le cinématographe, et ceci très tôt, eh bien, on peut dire que les premières projections de films en Égypte ont eu lieu à Alexandrie en 1896. Donc, c'est au tout début du cinéma. Et puis, très vite, il y aura des ouvertures de salles de cinéma qui vont devoir ruser parce qu'il y a un hadith du prophète qui explique qu'il ne faut pas donner à voir la représentation d'êtres humains. Et donc, les premiers cinémas seront aussi des lieux de loterie. Alors, on achète une place de cinéma, mais en même temps un billet de loterie. Puis quand on sort du cinéma, eh ben, on a peut-être gagné un paquet de cigarettes ou un réveil matin. C'est une ruse, évidemment, pour permettre au cinéma d'exister. Mais très rapidement, il y aura 80 salles de cinéma, par exemple, dès 1917 pour l'ensemble de l'Égypte. Bien sûr, prioritairement à Alexandrie et puis au Caire. Une particularité du cinéma égyptien sera d'être un cinéma rural qui montrera la manière dont la société rurale paysanne est en train d'évoluer. Et le premier grand film parlant sera le film, alors je le prononce certainement très mal, Olwad al-Zawet. Ce sera suivi ensuite d'un film chantant. Et donc, le premier film entièrement réalisé par des Égyptiens, aussi bien pour l'équipe technique que pour la réalisation, s'appelle Zena. C'est un film de 1930 sur un scénario de Hussein Ekal Bey et réalisé par Mohamed Kerim. C'est l'histoire mélodramatique d'une jeune paysanne qui est mariée de force par ses parents à un homme qu'elle n'aime pas alors qu'elle en aime un autre, et puis elle va mourir de chagrin. Eh bien, ce film mélodramatique n'est pas urbain du tout, mais il va être une trame, si vous voulez, qui va être régulièrement reprise par le cinéma égyptien. Le premier film urbain serait, je dis serait parce que je ne l'ai pas vu et je n'ai pas trouvé de traces dans des cinémathèques, c'est Le portier de l'immeuble d'un dénommé Farkas. Alors, si parmi vous, il y en a qui pourraient m'informer, je serais ravi d'en savoir plus sur ce film et ce réalisateur. Par contre, on peut dire que le cinéma égyptien dit réaliste ou naturaliste, qui va éclore dans les années, fin des années 50, début des années 60, prendra comme thème et comme sujet et comme intrigue des situations urbaines. Alors, je vais citer bien sûr Gare Centrale, le célèbre film de Youssef Chahine de 1958, mais lui-même reviendra régulièrement aussi bien sur Alexandrie que sur Le Caire. Il réalisera en 1991 Le Caire raconté par Youssef Chahine, qui est un film magnifique. Et puis, il y aura évidemment d'autres cinéastes, je vais en citer deux que j'aime beaucoup, Salah Abou Seif, qui est peut-être le père, on dit, du cinéma égyptien. Il a surtout adapté les romans de Naguib Mahfouz, dont Le Caire 1930, et puis un autre cinéaste, Tafik Saleh, qui a réalisé La Ruelle des Fous en 1955, qui est un film magnifique, et puis qui a adapté, alors là je le mentionne parce que le livre m'a passionné quand j'étais étudiant, mais ce n'est pas du tout un film urbain. Mais néanmoins, c'est un film important, c'est l'adaptation du journal d'un substitut de campagne. C'est un livre splendide de Tawfik Al-Hakim. Le film date de 1955.
68. Ensuite, évidemment, il y a dans l'Égypte immédiatement contemporaine des films qui sont tous urbains, parce que la réalité de l'Égypte est évidemment l'urbanisation. Je pense bien sûr à l'immeuble Yacoubian, qui est un film de 2006, qui est tiré d'un roman que vous connaissez tous, Femmes du Caire, un film magnifique de 2009, et puis Les Femmes du bus 678 de 2010, par exemple. Alors, on a là, vous voyez, et je pourrais dire la même chose pour la Tunisie, pour le Liban, pour citer d'autres pays voisins de l'Égypte, mais on pourrait le faire à l'échelle planétaire. Le cinématographe va se focaliser de plus en plus sur des situations urbaines. Alors, à l'époque de la Covid que nous vivons et du confinement, on peut aussi trouver un grand nombre de films plutôt liés à la science-fiction qui nous montrent des situations urbaines en période de pandémie. Alors là, la liste est gigantesque et puis les réalisations sont assez palpitantes à regarder évidemment et souvent inquiétantes parce que ce sont des épidémies qui peuvent se traduire par la mort et la fin d'une ville, bien sûr. Alors, pour terminer ce trop rapide travelling sur l'homo urbanus au cinéma, je dirais que oui, comme la Terre entière, c'est du moins la thèse que je défends, est urbaine, à cause de ce que j'ai appelé l'urbanisation des mœurs, c'est-à-dire un processus qui généralise les temporalités urbaines dans toutes les territorialités de nos existences, eh bien, le cinéma lui-même va être une sorte d'accompagnateur au niveau de notre imaginaire, mais aussi au niveau de la représentation de notre vécu quotidien dans ce cadre qu'est la ville. Voilà, je vous remercie.